Et nous revoilà sur le plateau officiel de cette REF 24. On a la chance de clôturer cette première demi-journée avec l'interview de Charles Znati. Bonjour Charles. Bonjour Clément. Vous êtes président du MEDEF Paris et CEO de Dingo Europe, une marque brésilienne de chocolat responsable et engagée. Vous allez nous en dire plus, mais peut-être je vais profiter de votre expérience que vous avez cofondé la maison Pierre Hermé Paris. Vous avez une grande carrière aussi en métier de la communication et du design. Donc finalement, vous avez pu regarder peut-être derrière vous, voir comment le sujet de la RSE avait évolué tout au long de ces dernières années. Comment est-ce que justement ce sujet est passé peut-être de quelque chose d'assez anecdotique à quelque chose de central aujourd'hui dans les stratégies des entreprises ? Bah oui, en effet, c'est un sujet qui était pendant très longtemps mis de côté, enfin assez obscur. Et moi-même, je fais mon mea culpa en disant que c'était pas mon sujet de préoccupation principal il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Puis au fur et à mesure, ça l'est devenu parce que le monde évolue, les mentalités, les attentes de la société évoluent, les attentes de nos clients, de nos salariés. Et au fond, c'est ça qui m'a amené à regarder la question de la RSE avec beaucoup plus d'intérêt pour aujourd'hui être quelqu'un qui est plutôt un promoteur de tout ce qui touche de près ou de loin à la RSE. Donc on l'a vu, il y a énormément d'entreprises en effet qui utilisent la RSE comme un tremplin pour à la fois pivoter, pour essayer d'être le plus durable possible et en tout cas pour proposer des nouvelles offres au marché. Pour autant, on a eu l'impression ces dernières années, enfin en tout cas ces dernières années, l'an dernier, puisque avec le contexte économique qu'on connaît, que le sujet de la RSE était peut-être mis sur le côté, ou en tout cas on revenait à des préoccupations beaucoup plus basiques en termes de performance économique. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, même si là cette année on a eu avec les Jeux olympiques et paralympiques un regain d'intérêt pour tout ce qui était engagement RSE de la part des entreprises. Est-ce que vous sentez que c'est toujours quand même au cœur des réflexions des entrepreneurs ? Alors c'est toujours au cœur de la réflexion des entrepreneurs parce que c'est au cœur des préoccupations de leurs clients et de leurs collaborateurs. Donc ça, on ne peut absolument pas l'éviter, puis même de leur entourage familial, de leurs proches, de leurs connaissances, etc. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des mouvements de balancier, comme dans tous les phénomènes. Il y a eu une période où la RSE, c'était un peu un cache-misère, un alibi, etc. Puis c'est devenu sérieux. Je vois au sein du MEDEF Paris la très grande majorité des entreprises qui sont adhérentes au MEDEF, ils n'ont pas attendu qu'on leur dise de faire de la RSE pour en faire. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. Maintenant, c'est vrai que parfois, on a le sentiment de ne pas en faire assez. Par exemple, prenez l'exemple des Jeux Olympiques. On a entendu dans les médias, etc., des questions qui se posent et qui sont légitimes de savoir s'il faut continuer à faire des Jeux Olympiques en regard de la contribution carbone d'un tel événement. Même si cette année, c'était les Jeux les plus vertueux qu'on ait connus de toute l'histoire des Jeux Olympiques. Peut-être Athènes, il y a 3000 ans, était mieux disant, mais autrement, depuis 100 ans en tout cas, ça a été une préoccupation centrale des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris que de mettre la RSE au centre des préoccupations. Donc c'est vrai que l'augmentation des prix de l'énergie, l'inflation, ça fait que les entreprises évidemment ont des sujets qui sont plus prégnants et qui fait que parfois la RSE vient sur le dessus de la pile et parfois pas. On le dit souvent, c'est les actes plutôt que les mots finalement, que les promesses. Et on revient peut-être justement, vous parliez de mouvement de balancier, on revient peut-être aussi à une époque où on essaye de faire plus et de moins communiquer dessus. En tout cas, c'est pas la priorité parce que le grand public peut-être a été déjà assez nourri en promesses. En tout cas, vous, avec Dingo, c'est quelque chose que vous essayez de faire, d'avoir des actes concrets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les promesses donc, de cette marque de chocolat brésilienne responsable et engagée ? Alors effectivement, c'est une marque de chocolat qui est responsable et engagée dans le sens où c'était pratiquement au départ un projet purement philanthropique et c'est devenu un business pour justement permettre de faire en sorte que cette idée qui était une idée d'un grand philanthrope, d'un grand entrepreneur brésilien puisse perdurer et devenir un modèle de business qui puisse éventuellement aussi s'appliquer au restant de la chaîne de valeur du cacao. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de rémunérer les producteurs de cacao à un prix qui correspond réellement pas simplement à la valeur de marché telle qu'elle est fournie par la bourse de New York ou la bourse de Londres, mais à un prix qui leur permet de faire une exploitation durable, responsable. Et donc on associe à nos critères d'achat pas simplement des critères de qualité, mais aussi des critères d'impact social et d'impact environnemental.
Lesquels? Justement, Alors, parce que vous la disiez. ils sont extrêmement larges, hein. Les critères, ça va être évidemment des cultures, des pratiques agroforestières durables. Alors au Brésil, on a de la chance parce que 90% de la production brésilienne se fait à couvert. C'est-à-dire que le Brésil a pratiquement supprimé de ses mœurs de la culture du cacao la déforestation. Donc là-dessus, on va être, je dirais, c'est assez confortable. Néanmoins, il y a aussi des questions qui sont liées à l'analyse des productions qu'on va acheter. On va vérifier qu'il n'y a pas d'intrants, qu'il n'y a pas de métaux lourds, qu'il n'y a pas de choses qui vont venir contaminer les fèves. Et puis on va regarder des choses toutes simples. Est-ce que les enfants des familles qui travaillent sur les plantations sont inscrits dans les écoles? Est-ce que les écoles fournissent des certificats d'assiduité? Est-ce que les enfants passent d'une classe à l'autre de manière régulière, ou est-ce qu'il n'y a pas d'aberration? On ne veut pas évidemment qu'ils travaillent. On veut que les travailleurs, les gens qui sont employés dans les plantations, aient des contrats, mais des contrats écrits, pas simplement on se tape dans la main et puis voilà. Alors c'est une situation qui est très compliquée aujourd'hui parce que le cours du cacao a explosé du fait justement en grande partie de la transformation du réchauffement climatique et de l'impact que ça a sur les plantations, notamment en Afrique. Donc maintenir ce système, ce business model-là, c'est un véritable défi, c'est un véritable challenge. On s'y emploie et bien sûr, au bout du compte, c'est le consommateur qui décide. Et justement, le consommateur, où est-ce qu'il peut retrouver les produits de Dingo? Alors au Brésil, ils ont beaucoup de chance parce qu'il y a déjà 40 boutiques. En 7 ans, on a ouvert 40 boutiques au Brésil. En France, en une année, on en a ouvert 2. Une à Saint-Germain-des-Prés et puis une à Montmartre. Et puis pour ceux qui n'ont pas la chance d'être à Paris, de venir à Paris régulièrement ou de temps en temps, il reste l'achat sur le web avec le site internet. Et peut-être un mot sur les ambitions en termes de développement de Dingo? Les ambitions, c'est de déployer ce modèle parce qu'aujourd'hui, on a réussi à embaser, pour employer un mot un peu barbare, à un peu plus de 200 producteurs qui font partie de notre système et qui acceptent de travailler la terre et les plantations avec les critères qu'on leur impose. En contrepartie de ça, on les paie une fois, 2 fois, 3 fois la valeur de marché. Donc le jeu en vaut la chandelle pour eux. L'ambition, c'est que d'ici 2030, on voudrait avoir 3000 producteurs dans notre système, ce qui signifie bien entendu qu'on va développer notre système de distribution et qu'on va augmenter comme cela notre production. Au fond, plus on achètera de la fève chère et plus on va aider la filière cacao à se transformer de manière durable et responsable. Alors merci Charles Danty donc pour ce point. Donc là, vous enlevez votre casquette de CEO de Dingo Europe pour mettre celle de patron du MEDEF Paris. Là aussi, il y a énormément d'enjeux, de travaux à mener pour accompagner justement les entrepreneurs qui sont présents sur cette REF dans tous ces enjeux de transition, de pivot de leur modèle économique. Quels sont les accompagnements offerts par le MEDEF Paris en ce sens? Alors moi, j'ai été élu président du MEDEF Paris en 2020, c'est-à-dire au moment, pratiquement juste avant que la crise Covid démarre. J'ai fait le tour des administrateurs, des membres du conseil d'administration du MEDEF Paris et je leur ai présenté mon programme. Et mon programme, c'était de mettre l'accent sur la transition environnementale, la transition sociale et la transition digitale. Et tous m'ont dit, si c'est ça ton programme, on sera avec toi. Donc c'est l'illustration du fait qu'ils n'ont pas attendu qu'on vienne leur en parler pour s'y mettre. Donc ça c'est formidable. Maintenant le MEDEF Paris c'est 10 000 adhérents. Donc évidemment il y en a beaucoup qui sont dans l'attente de décryptage, d'explication, d'accompagnement. Et voilà, il vient de sortir, il est tout beau, tout neuf. Les entrepreneurs peuvent changer le monde, et en particulier en travaillant sur ces sujets. Et donc là-dedans, il y a tout un tas d'articles qui traitent de cette dimension que l'entrepreneuriat a de pouvoir transformer la réalité, transformer le monde qui nous entoure pour, on espère, une idée de progrès et de progrès partagé avec tous. Pour pouvoir changer les choses, donc à retrouver dans le dernier numéro d'Inspire que vous éditez, qui prend particulièrement bien la lumière de cette fin d'été ici à l'hippodrome Paris-Longchamp. L'idée, c'est un masque de super-héros qu'on peut se mettre, voilà. On peut mettre son visage à la place du masque de super-héros
Bon, voilà. Vous me direz vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est à la portée de tout un chacun donc de changer les choses et surtout à la portée des entrepreneurs. Merci beaucoup Charles Znati d'avoir été avec nous pour clôturer donc cette première journée de la REF 2024, première journée en tout cas sur le plateau officiel de cette REF. On se retrouve demain avec un plateau assez chargé, un programme assez chargé puisqu'on va parler d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies et aussi de la façon dont les entreprises peuvent séduire leurs collaborateurs et leurs différents publics. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis en cet après-midi. Puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.